Bonjour, donc je continue mon cours de physiologie de la reproduction avec cette quatrième vidéo et où je vais traiter le quatrième volet intitulé gonadostimuline et impact de la nutrition sur l'activité du GnRH. Voilà. Les gonadotropines hypophysaires, donc on a les hormones hypophysaires et on va voir la relation structure-activité de ces gonadotropines, les sécrétions pulsatiles et le rôle physiologique. Voilà, donc juste pour situer un peu l'hypothalamus de façon schématique et l'hypophyse au niveau à la base du cerveau, ici on a l'hypophyse qui contient l'hypophyse antérieure, on a deux lobes dans l'hypophyse antérieure nommée adéno-hypophyse et l'hypophyse postérieure nommée post-hypophyse ou neuro-hypophyse. L'adéno-hypophyse libère un certain nombre d'hormones, d'accord, qui régulent la croissance, la reproduction, le métabolisme, l'homéostasie. Alors on cite quelques-uns. On a la TSH, thyroïde stimulating hormone, la thyrotropine, la corticotropine, ASTTH, l'hormone de croissance, la GH, la prolactine, et donc, mais surtout, on va voir les hormones qui influencent la reproduction, qui participent dans la reproduction, la prolactine aussi, mais surtout aujourd'hui, on va voir la FSH et la LH, les hormones gonadotropes. Alors, d'abord, la LH, elle a une sécrétion pulsatile, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pulsatile? Sous forme de pulse, de pic, de petits pics, d'accord, ou grands pics, pulsatile. Dans le temps, on a mesuré ça chez la brebis, ça c'est un schéma, d'accord, chez la brebis, et on a mesuré le nombre de pics, le nombre de pulses, le nombre de sécrétions. Les sécrétions se font par pic, donc, et chaque pic, il a une fréquence et une amplitude, d'accord, c'est-à-dire la sécrétion, elle a une fréquence, les paramètres, la sécrétion, elle a une fréquence, c'est le nombre de pics par unité de temps, ici c'est la base de temps, d'accord? Et l'amplitude, c'est la concentration. Voilà. Mesuré en nanogrammes par millilitre. Ici. OK. Voilà. Alors, on va voir un peu ces pulses. Quelle est leur signification? Eh bien, il y a des variations de fréquence des pulses de LH à des moments de l'activité de la reproduction. Par exemple, la fréquence, elle est élevée pendant l'ovulation et pendant la puberté, et elle est faible lors de l'anœstrus. D'accord? La fréquence des pulses de LH, c'est le code pour l'activité biologique de la reproduction. C'est l'élément clé déterminant l'activité de reproduction. Ici, on voit le profil de LH au cours du cycle. Et on va voir cette pulsatilité de LH, d'accord? Comment elle gère les phénomènes donc au niveau du cycle. Alors ici, c'est l'exemple de la brebis. Dans ce graphique, on représente trois courbes. La courbe rouge, c'est la courbe de la LH, de sécrétion de la LH. Ici, on a les concentrations et ici, les jours du cycle, d'accord? On a aussi la courbe de la FSH et la courbe de la prolactine. Les trois hormones sont sécrétées de façon pulsatile au niveau de l'antéhypophyse. La durée du cycle de la brebis, c'est 17 jours. La brebis, 17 jours pour la durée du cycle. Ici, on a représenté, là, c'est au niveau de l'ovulation, au moment de l'ovulation. D'accord? C'est le jour 0. Puis après, un autre cycle qui démarre, donc une autre ovulation ici. C'est un autre cycle. OK? Et voilà. Si on mesure la pulsatilité de la LH durant le cycle, eh bien, juste avant le pic ovulatoire de la LH, on va voir que cette pulsatilité, c'est la fréquence est, elle a, si on compte le nombre de pics, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics par 6 heures. Donc, un pic par heure avant le pic de LH ovulatoire. Ici, au milieu du cycle, un seul pic par 6 heures, donc très peu, on va avoir très peu de concentration de LH, moins que le pic ovulatoire, d'accord? Et ici, pendant le pic ovulatoire, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pics. 7 pics. 7 pics par 2 heures, c'est-à-dire 3 pics et demi. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Voilà. C'est 3 pics et demi par heure. 3 pulsations qui vont sécréter la LH par heure. Ici, un pic par heure. D'accord? Et ici, un pic aux 6 heures. Et donc, les concentrations ne sont pas les mêmes. Ça prend une grande concentration au niveau du pic ovulatoire de la LH. Voilà. Maintenant, les gonadolibérines hypothalamiques, à savoir donc le GnRH, on va voir le rôle physiologique et la régulation de la sécrétion du couple GnRH-LH. Bon, juste encore pour situer l'hypothalamus et l'hypophyse. Les hormones hypothalamiques contrôlent la sécrétion adéno-hypophysaire. Leur nomenclature, on a des hormones qui vont stimuler, donc ils sont appelés, le nom se termine par RH, donc relésine hormone, ce sont les libérines qui stimulent au niveau hypophysaire les sécrétions hormonales, d'accord? Et on a des hormones qui inhibiting hormones, ce sont des statines. Alors si on prend ceux qui stimulent, on prend l'exemple du GnRH, gonadotropine, relésine, hormone. Les gonadotropines, relésine, hormone, c'est une gonadolibérine qui stimule la sécrétion de FSH et de LH. Le GnRH, quel est son rôle physiologique? C'est un modulateur essentiel de la sécrétion de la LH. Il maintient aussi un niveau suffisant de sécrétion de FSH. Bien sûr, sécrétion pulsative. Il est détecté dans le sang hypophysaire ou porte hypothalamo-hypophysaire. Le système porte hypothalamo-hypophysaire, là on va trouver le GnRH. La fréquence des pulses du GnRH, c'est l'élément clé déterminant de l'activité de reproduction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je représente le neurone à GnRH, d'accord? Voilà, un autre neurone à GnRH, un autre neurone, et on va voir quelles sont les afférences des autres neurones au niveau du GnRH, d'accord? Qui vont faire d'autres neurones qui vont faire synapse avec le corps cellulaire du neurone à GnRH, d'accord? On a plusieurs neurones qui font synapse. Donc, à savoir le neurone à bêta-endorphine, à neurotensine, au GABA-aminobutyrique, au neuropeptide Y, le neurone à la substance P, le neurone au CRF, donc le corticotropine relésine factor, le neurone ACTH, adrénocorticotropine hormone, d'accord? Là, l'hormone à 5-hydroxytryptamine, c'est-à-dire le neurone à sérotonine, le neurone à noradrénaline et à la dopamine. Donc, quand on dit neurone à bêta-endorphine, c'est-à-dire le neurotransmetteur de ce neurone s'appelle le bêta-endorphine. Voilà, et ainsi de suite. Il y a un autre neurone qui contrôle l'activité du GnRH, qui influence l'activité du GnRH, le neurone à kispeptine, nommé aussi neurone KISS. Eh bien, on va voir la régulation de la sécrétion du couple GnRH-LH gérée par la kispeptine. D'accord? Le kispeptine, c'est un peptide hypothalamique dont le gène est le gène KISS1. Il stimule le GnRH via son récepteur GPR54. Il est impliqué dans toutes les étapes de la vie reproductive. D'accord? De ce kispeptine. Ce neurone à kispeptine, donc le peptide kispeptide, d'accord? Ici, je représente schématiquement au niveau hypothalamique le noyau antéroventral périventriculaire et le noyau arqué, voilà. Et de ces deux noyaux partent les neurones KISS, à kispeptine, voilà, qui sont stimulateurs, ils font synapse au niveau du neurone à GnRH, ils stimulent l'activité du GnRH, d'accord, qui stimule par la même occasion la glande pituitaire, donc la glande pituitaire, c'est l'hypophyse, l'antéhypophyse, on a l'antéhypophyse qui va sécréter donc la LH et la FSH, d'accord. On a des rétrocontrôles, soit un rétrocontrôle négatif chez le mâle et la femelle, soit un rétrocontrôle positif chez la femelle seulement, donc un feedback positif au niveau de la VPV, et ici chez les deux sexes au niveau du noyau arqué. D'accord? Ces rétrocontrôles viennent des hormones sexuelles, des hormones stéroïdes sexuelles, à savoir l'œstradiol, la progestérone et la testostérone, qui vont avoir un rétrocontrôle négatif au niveau du noyau arqué, ou un rétrocontrôle positif au niveau de la VPV.
D'accord? Et donc, ils vont contrôler le neurone KISS et par la même occasion, indirectement, l'activité du neurone GNRH. Donc, soit ils vont potentialiser ou amplifier la stimulation donc faite par qui a lieu par le neurone KISS au niveau du GNRH, soit ils vont freiner. Donc ici, ça accélère cette stimulation ou ça potentialise la stimulation, et ici, ça freine la stimulation du neurone KISS, d'accord, au niveau du noyau arqué. Voilà. Alors maintenant, on va voir les facteurs de l'environnement qui vont intervenir dans la régulation de la sécrétion du GNRH. D'accord? Donc le GNRH, bien sûr, ici on représente l'axe gonadotrope, GNRH, les gonadotropines et les gonades. Alors on a le premier facteur de l'environnement, c'est la photopériode. On a aussi le facteur nutritionnel. On a les informations sensorielles, donc qui se manifestent par le bruit, les odeurs, les phéromones, etc. Et donc ça influence l'activité du GNRH. On a le stress qui influence également l'activité du GNRH et les conditions climatiques, les facteurs climatiques. Alors, les facteurs de l'environnement tels que la température, d'accord? Alors ici, quand on parle de facteurs climatiques, surtout on parle de température. La photopériode, la nutrition, ces trois facteurs influencent la reproduction. Voilà. Alors, on va voir ce facteur nutritionnel et la régulation de la sécrétion du GNRH. Donc, on va voir cet impact de la nutrition sur l'activité du GNRH. Les différentes composantes de l'équilibre nutritionnel influencent de façon importante. Qu'est-ce que ça influence? Ça influence les grandes étapes de la reproduction. Une influence importante et variée selon l'espèce, bien sûr, et au niveau des grandes étapes de la reproduction, tels que le déclenchement de la puberté, la fertilité, l'ovulation, la conception, le bon déroulement de la gestation, etc. Voilà. Alors, on va voir comment se fait cet impact nutritionnel sur l'activité de la reproduction en prenant l'exemple d'une réserve adipocytaire qui est limitée, donc des déficits énergétiques qui donnent un équilibre énergétique qui est altéré, qui peut se faire soit par exemple par une restriction excessive au niveau de l'apport alimentaire, donc des réserves des graisses, une restriction excessive au niveau alimentaire, donc une sous-nutrition, ça peut être une sous-nutrition, une sélectivité abusive en matière grasse, c'est-à-dire très peu de matières grasses sont ingérées au niveau alimentaire, de la prise alimentaire, et aussi une activité intense sportive, par exemple l'exercice sportif qui augmente, et donc ça, on a une diminution de réserve énergétique parce que on a besoin d'énergie, elle est consommée au niveau de l'exercice. Aussi une augmentation, une forte augmentation de stress. Tout ça, ça donne un équilibre énergétique altéré qui diminue le métabolisme de base et donc qui agit au niveau du GNRH en diminuant la sécrétion du GNRH, et donc ça influence au niveau hypophysaire la sécrétion de LH et de FSH, et surtout une forte diminution de la sécrétion de LH. Il y a aussi cet équilibre énergétique altéré, donc on a une diminution au niveau du sang d'acide gras, de glucose, d'insuline, de leptine, d'accord, et aussi l'intervention de neurohormones, d'accord, tels que le CRH, le NPY et le noradrénaline. Voilà. Alors, on va dans cette diapositive voir la balance énergétique, soit positive, soit négative, et la croissance folliculaire. Premier volet et deuxième volet, ici c'est la croissance des follicules, et ici la croissance du corps jaune, l'activité du corps jaune, donc l'activité lutéale. D'abord, la croissance folliculaire. Donc, une balance énergétique positive, qu'est-ce que ça fait? Une diminution du nombre de petits follicules. Ces petits follicules
commencent à une croissance, c'est-à-dire que la croissance est activée, stimulée par cette balance énergétique qui est positive, et donc on a une augmentation de follicules de grande taille, c'est-à-dire tous les petits follicules de petite taille, les follicules de petite taille subissent une croissance importante et donnent les follicules de grande taille, d'accord? Et donc on n'a plus de petits follicules, presque plus de petits follicules, c'est-à-dire les follicules de petite taille, voilà. Alors, une balance énergétique positive, qu'est-ce que ça fait? À ce moment-là, une sélection et la croissance folliculaire qui est stimulée, et donc, ça donne l'ovulation. Autrement dit, la balance énergétique positive stimule l'ovulation. D'accord? Au contraire, la balance énergétique négative, elle va agir négativement sur les stades terminaux de croissance folliculaire, et donc, agirait aussi sur l'ovulation. Une balance énergétique et son rapport avec l'activité lutéale, quand elle est positive, elle stimule la production de progestérone et donc on a l'apparition de la première phase d'activité lutéale. D'accord? Donc, elle stimule l'activité du corps jeune en stimulant la sécrétion de progestérone. Une sous-nutrition, donc une balance énergétique négative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet l'allongement, elle va donc provoquer l'allongement d'intervalles entre le veulage. Le veulage, c'est la mise bas chez la vache. Donc, elle va mettre son petit veau, on appelle ça veulage. Le veulage est la première ovulation, c'est-à-dire entre le veulage et la première ovulation, c'est la période de postpartum. C'est la période qui suit la parturition. Et donc, il y a un anostrus pendant cette période-là. Alors, quand il y a une sous-nutrition, eh bien, cette période d'anostrus, d'accord, elle est allongée. Voilà. Donc, ça joue négativement sur la reprise de la cyclicité chez la vache. C'est la reprise du cycle chez la vache. Interaction, nutrition et reproduction. D'accord? Eh bien, on va parler de deux facteurs. Donc, on a la leptine et les nutriments endogènes, particulièrement aussi il y a les nutriments exogènes. Alors, d'abord la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Et donc, c'est une hormone peptidique qui régule les réserves de graisse dans le corps et l'appétit en contrôlant la sensation de satiété. Donc, satiété, c'est le fait de se sentir rassasié, d'accord? La sensation de satiété. Donc, elle est contrôlée par la leptine. La leptine, c'est une hormone anorexigène, d'accord? Contrairement aux hormones orexigènes, comme la gréline et le cortisol. La leptine stimule au niveau hypothalamique la sécrétion du GnRH et donc, vous connaissez la suite, et donc ça stimule au niveau hypophysaire les gonadotropines qui agissent au niveau des gonades et on va bien sûr arriver à ce niveau-là, donc les rétrocontrôles que vous connaissez maintenant qu'on en a parlé depuis le début du cours. Alors, il y a aussi les nutriments endogènes qui peuvent agir directement sur l'hypothalamus et donc la même cascade, d'accord? Ou alors indirectement via les hormones du métabolisme, tels que l'insuline et le facteur de croissance insulinique type 1, d'accord? Donc, qui peuvent agir directement sur l'hypothalamus ou sur l'hypothalamus ou sur l'hypophyse ou sur les gonades aussi. Peuvent aussi agir indirectement aussi sur les gonades. Voilà. Donc, avec ces derniers messages, je termine ma 4e vidéo et je vous remercie.